Bon, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va nous remplacer? Est-ce qu'on va arrêter d'apprendre? Ces questions, elles semblent toutes neuves, très actuelles. Mais en fait, quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte qu'elles sont pas si nouvelles que ça. Elles ressurgissent à chaque grande révolution de l'information. Alors aujourd'hui, on va justement explorer un peu cette histoire des peurs liées aux technologies. On s'appuie pour ça sur une analyse historique intéressante. L'idée, c'est de comprendre pourquoi chaque fois, que ce soit l'imprimerie ou l'IA, eh bien, ça déclenche les mêmes débats passionnés sur le contrôle du savoir et puis sur notre avenir, quoi. Oui, et pour bien comprendre d'où ça vient, faut revenir au Moyen Âge. À cette époque, le savoir écrit, la Bible, le droit, l'administration, c'était vraiment confiné, détenu par une élite, les clercs, les moines, les nobles, souvent en latin, copié à la main. L'accès était hyper restreint. Le but, c'était clairement le contrôle, pas le partage. En gros, savoir égale pouvoir. Et pour les savoir-faire des artisans, par exemple, la transmission, elle, restait orale et même souvent secrète. Et là arrive la première grosse rupture, l'imprimerie. Gutenberg, 15e siècle en Europe. D'un coup, le contrôle sur la diffusion des textes, il peut potentiellement échapper à ceux qui le détenaient. Bon, faut préciser, l'idée existait déjà en Chine bien avant, mais l'impact en Europe a été différent, massif. Exactement. Et les réactions, elles arrivent tout de suite. D'abord, une crainte un peu technique. On a peur de multiplier les erreurs de copie, sans le contrôle des moines copistes. Bon, même si ce contrôle n'était pas toujours parfait, hein. Mais surtout, il y a l'inquiétude de l'Église. Elle voit d'un très mauvais œil que la Bible puisse être diffusée, traduite en langue courante. Ça va nourrir la réforme de Luther et ça menace son monopole sur l'interprétation des textes. Ah oui, la peur de perdre le contrôle sur le message, en fait, et sur sa pureté, peut-être. C'est ça. Même si, soyons clairs, au début, l'impact est quand même limité. L'analphabétisme est énorme. Mais la peur, elle, est bien là chez les élites. On fait un saut, 18e siècle, les Lumières. Et ce projet fou, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Là, l'ambition change complètement, non? On veut rassembler toutes les connaissances humaines et les rendre accessibles à tous, avec du texte, mais aussi des planches illustrées. C'était nouveau. Tout à fait. Et c'est l'époque de Condorcet aussi. Ses idées sur l'éducation sont incroyablement modernes, même aujourd'hui. Il imaginait une éducation universelle, gratuite, laïque, obligatoire. Et pour tout le monde, garçons et filles. Pour lui, c'était la clé, former des citoyens éclairés, donc libres. Il disait un truc comme «l'ignorance est un danger pour la liberté». C'est puissant comme idée. Mais j'imagine que dans la réalité, l'accès a resté un idéal. Oui, bien sûr, la réalité sociale était là. Il fallait savoir lire, avoir le temps, l'argent. Ça limitait beaucoup la portée. Mais le lien fondamental était posé. Savoir, pensée critique, démocratie. Et même si Condorcet a eu une fin tragique, ses idées, elles, ont continué leur chemin. Troisième étape clé, le 19e siècle. L'imprimerie devient industrielle. Rotative, linotype. On produit en masse, vite et pour pas cher. C'est l'explosion de la presse, l'alphabétisation qui progresse enfin, et l'émergence de ce qu'on appelle l'opinion publique. Et là encore, de nouvelles craintes apparaissent. D'abord, une peur très politique, que des idées contestataires, subversives, circulent trop facilement. Et puis, une peur plus élitiste, celle du nivellement par le bas. Lamartine, par exemple, qui méprisait la littérature industrielle, les romans feuilletons, les polars naissants, tout ça était vu comme illégitime, échappant au contrôle intellectuel de l'élite culturelle. Une menace pour la vraie culture, en somme. C'est fou de voir cette peur du nivellement par le bas si tôt. Ça fait vraiment écho à aujourd'hui. Et hop, on arrive à la quatrième rupture, Internet, fin du XXe siècle. Là, c'est carrément une déferlante d'informations. Oui, un accès comme jamais auparavant, c'est vrai. Mais avec l'envers du décor. Le risque de désinformation massif, la difficulté énorme de trier le vrai du faux, les fameuses fake news. La parole de l'expert se retrouve parfois diluée, noyée. Et puis, il y a la fracture numérique. L'accès n'est pas universel. Et même quand on y a accès, ça ne veut pas dire qu'on comprend. Le défi, il a changé. On est passé de l'accès à l'info au tri de l'info. Ce qui nous amène tout droit à aujourd'hui. Cinquième rupture, l'intelligence artificielle. ChatGPT, Midjourney, tous ces outils qui peuvent,
Générer du texte, des images, répondre à des questions complexes. J'ai lu qu'on pouvait même demander comment réparer sa chasse d'eau. Absolument. Et les craintes actuelles, c'est frappant comme elles ressemblent aux précédentes, hein. Peur de la paresse intellectuelle, on va arrêter de réfléchir, peur de perdre en créativité, délégitimisation des experts, encore une fois, la triche à l'école, le remplacement des emplois. C'est un classique finalement. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de vraiment différent avec l'IA, au-delà de ces échos? Une spécificité? Peut-être, oui. Et ce qui change, c'est pas seulement la diffusion de l'information, mais la capacité de l'IA à générer elle-même du contenu, de manière autonome et souvent très convaincante. D'où ce problème très spécifique des hallucinations. Quand l'IA ne sait pas, elle invente, mais elle présente ça comme un fait. C'est troublant. Et puis s'ajoutent des questions éthiques d'une autre ampleur. Le plagiat à grande échelle, le consentement des auteurs dans les œuvres nourrit les IA, et aussi, on en parle moins, mais c'est crucial, l'impact écologique de ces systèmes. D'accord. Donc on retrouve les mêmes angoisses de fond, perte de contrôle, nivellement, mais elles sont comme exacerbées ou transformées parce que l'IA sait faire spécifiquement. C'est une bonne manière de le résumer, je crois. Mais ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que l'IA, comme l'imprimerie, comme Internet, ça reste un outil. Un outil créé par nous, les humains. Pour résumer notre discussion, alors Ancini, ces débats enflammés sur l'IA, ils s'inscrivent vraiment dans une histoire d'anxiété face au progrès, face à les diffusions du savoir. C'est comme si chaque époque avait un peu peur des outils qu'elle invente elle-même. C'est tout à fait ça. Et le message clé, finalement, c'est que ces technologies, l'imprimerie hier, Internet, l'IA, aujourd'hui, ce sont des outils. La vraie question, c'est pas de les arrêter, ça n'aurait pas de sens. C'est plutôt comment on apprend collectivement à s'en servir. Comment on les utilise de manière éthique, responsable, critique. Le savoir, ça libère. Et c'est souvent cette libération potentielle qui fait peur au fond. Et on pourrait peut-être laisser nos auditeurs avec cette réflexion. Si tous ces outils, de la presse du Gutenberg aux algorithmes actuels, sont bien nos créations, qu'est-ce que nos peurs récurrentes nous disent sur nous-mêmes? Sur notre désir de contrôle, mais aussi peut-être sur notre aspiration profonde à la liberté et au partage du savoir.